BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos deux invités en plateau, Jacques Cailloux, chef économiste Europe de Nomura, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis, et par téléphone Jérôme Vinorier, analyste technique. Jérôme, on est allé titiller effectivement là ce plus bas annuel quasiment autour de 4100 points. C'est un plancher, un support. Est-ce que ça promet une certaine résistance ou est-ce que vu le mouvement du moment, l'excès peut-être du marché, on peut crever, enfoncer ce plancher là? Il est probable qu'on se stabilise dans cette zone, voire qu'on effectue une reprise au cours des prochaines séances, puisqu'il faut quand même justement constater que le CAC 40 a perdu 8,6% depuis le test des 4500 points début septembre, et que on est désormais en perte de 3,6% depuis le début de l'année. Donc quand on revient sur un niveau de support majeur aussi important que constituent les 4100 points, c'est vraiment les plus bas annuels, on peut s'attendre à une reprise technique. En revanche, ce qu'il va falloir surveiller de près, c'est quelle va être l'ampleur de cette reprise, puisque on constate depuis le début de l'été, depuis justement le test des 4600 points, que la tendance de fond du marché est en train de changer. On le voit également aux États-Unis désormais, donc il est probable qu'à terme, donc d'ici la fin de l'année, on enfonce cette zone des 4100 points, ce qui signifierait alors qu'on rentrerait dans une tendance baissière qui devrait alors donner lieu à une correction beaucoup plus marquée, à savoir la zone des 3800 points vraisemblablement pour le premier semestre 2015. Donc c'est justement cette zone des 4100 points qui nous indiquera si effectivement le marché rentre en dynamique baissière, mais au regard vraiment de l'ensemble des indices boursiers internationaux, notamment en Allemagne, qui est revenu sur cette zone des 8900, 9000 points, on voit bien que les tendances baissières sont en train de se mettre en place. Sébastien, un signal négatif, là, vécu quand même comme négatif par le marché, c'est le report d'une introduction en bourse. Là, c'était pas arrivé cette année en France. Il y en a une qui a été reportée, je crois, en Italie en début de semaine. Il y en a peut-être une vingtaine au total cette année. C'est pas une année noire de ce côté-là, mais SPI, ça devait être la plus grosse introduction en bourse de l'année à Paris. Elle n'aura pas lieu comme prévu ce vendredi. Ouais, après il y a rien d'inquiétant. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer la société il y a 2 jours. Que je connaissais comme ça, mais pas plus que ça. C'est une société qui est quand même assez exceptionnelle, qui est pas si cyclique que ce qu'on pourrait imaginer, qui notamment a une diversification de ses clients. Donc c'est pas du tout la même histoire en Europe. Il y a des acteurs qui sont déjà cotés comme Bilfinger, donc il y a quand même beaucoup de déboires. Eux, ils ont des tout petits contrats, ils en ont plein. Ils ont des contrats où les clients sont souvent contraints de réinvestir tous les 12-18 mois. Et puis surtout, quand on parle justement de l'économie qui va pas bien, des marges des sociétés qui vont pas bien, c'est une société qui, malgré son industrie, a réussi à doubler ses marges ces 5 dernières années. Qui a une génération de free cash flow, donc de flux de trésorerie, donc c'est vraiment l'argent que la société dégage de son activité. Qui a été plusieurs fois sous LBO, il faut le rappeler, parce que l'historique quand même de l'entreprise est le dernier importante. LBO a eu lieu en 2011. C'est pareil, une société très bien gérée où les managements, je crois qu'il y a plus de 400 personnes dans la société qui sont incentivées justement à travers les programmes de LBO. Donc l'IPO fait son sens parce que au bout du 2e LBO, ils ont envie de venir en bourse pour monétiser et puis réduire la dette. C'est juste repoussé parce qu'en effet, je les comprends, c'est une très belle gourmands, société. Ils ont trop valorisé leur société là. C'est une très belle société. On doit vouloir les mettre dans l'industrie de la construction avec des multiples du coup qui sont moins importants. Or, c'est pas vraiment lié à la construction justement comme je le disais. Donc, ils ont raison de ne pas vouloir céder à ces pressions-là qui leur disaient. C'est une société qui génère tellement de free cash flow qu'ils arrivent, je crois, à acheter en acquisition pour 200 à 300 millions de chiffre d'affaires par an. Donc ils sont pas plus pressés que ça. C'est des vrais industriels, c'est d'investisseurs de long terme. Le marché panique à court terme. Ils vont attendre un petit peu et puis je suis sûr qu'on entendra parler d'eux dans quelques mois ou dans quelques trimestres. Jacques, pour revenir avec vous sur l'Europe, là vous nous expliquez effectivement que Draghi, qui remet la balle dans le camp des politiques aujourd'hui, ça perturbe un petit peu le marché. Comment on en sort là? Parce qu'on le disait tout à l'heure, on n'a quand même pas beaucoup de temps. La baisse de l'euro, est-ce que ça peut nous donner un peu d'air là à court terme? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça peut être durable? Est-ce que c'est suffisant? Donc c'est positif. Ça a un impact le plus important sur les marges en fait des entreprises. Donc
des entreprises qui exportent dans les marchés, par exemple américains, et qui vont pricer en dollars dans le marché américain, tout d'un coup, pour le même volume de vente... c'est mécanique, ça fait pas vendre plus forcément, mais le jeu d'écriture fait qu'on ramène plus d'argent. Donc, tant que c'est un effet de marge sans augmentation des ventes, l'impact macroéconomique sur l'Europe est limité. C'est uniquement une augmentation, disons, du cash dans les entreprises. Donc c'est positif, mais ça ne fait pas demander, ça ne fait pas recruter ni investir puisqu'ils vendent le même montant. Donc il peut y avoir un effet de second tour où après, dans une campagne de prix agressive et d'augmentation de part de marché, ils baissent les prix et à ce moment-là, ils vendent plus. Mais typiquement, on a d'abord l'effet prix et qui est immédiat. Et ensuite, si ça baisse plus et que ça reste dans la durée, à ce moment-là, un comportement, disons, stratégique peut s'enclencher. Donc pour l'instant, on est à la première phase. Et puis on vient aussi de niveaux qui sont relativement élevés de l'euro. Donc c'est plutôt un assouplissement par rapport à une situation qui était un petit peu difficile. Donc c'est pas nécessairement des gains juste pour investir. C'est plutôt des gains aujourd'hui pour respirer. Donc, mais ça aide. Donc, quelles sont les solutions aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, la seule solution qui a un impact important sur la croissance à court terme et à moyen terme en termes de croissance potentielle, c'est les bonnes vieilles recettes autour des plans d'investissement. Donc on parlait du New Deal, l'Europe n'en a pas un, il lui en faut un. Et il va falloir. C'est Juncker, les 300 milliards de Juncker, c'est ça le début, le noyau du New Deal. On ne connaît pas encore le nom de la personne qui sera connue dans l'histoire comme étant celle qui aura amené le New Deal sur la table. Monsieur Juncker a l'air plus probable. D'accord, bon. Puisqu'il a mis cette idée sur la table. La Pologne a mis une idée aussi elle-même en septembre. Donc il y a des idées qui circulent en ce moment sur ces concepts-là. Donc c'est vrai qu'il faudrait que ces idées-là arrivent, disons, à destination et que ça se concrétise. Bon, de l'investissement public pour inciter le privé à s'y mettre aussi, à s'y remettre aussi en matière d'investissement. Vous suivez un nombre de sociétés en Europe, Sébastien. Les boîtes que vous suivez, elles sont en capacité, elles ont envie d'investir aujourd'hui. Mais investir en capacité de production, parce que on voit des rachats, des acquisitions, il y en a, des rachats d'actions, des dividendes. Ça, on sait très bien comment ils utilisent leur cash aujourd'hui. Mais alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le cash, c'est la valeur d'une entreprise. La valeur d'une entreprise, c'est ce que la société est capable de générer. Donc c'est important parce qu'aujourd'hui, les sociétés génèrent du cash. Il n'y a pas, comme ça a été dit, il n'y a pas de croissance du chiffre d'affaires, mais elles génèrent du cash. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand le marché baisse comme ça, on a des valorisations qui baissent et qui baissent peut-être un petit peu trop par rapport au cash qui lui baisse pas forcément. Après, la question, c'est l'utilisation du capital, justement. On a des rachats d'actions, on a des dividendes, on est quand même très en deçà de ce qu'on a pu voir aussi aux États-Unis, peut-être aussi l'écart de performance entre les marchés. Moi, les sociétés que je rencontre en Europe, je crois qu'on a des taux d'utilisation en moyenne dans l'industrie qui sont autour de 75%, peut-être un petit peu au-dessus, et il manque finalement pas grand-chose pour qu'on repasse vers les 80 et quelques pourcents et retrouver dans ce cas-là des capex d'investissement. Après, chose est sûre, en Europe, on a pour l'Allemagne, dans beaucoup d'industries des surcapacités, donc on n'aura pas des nouvelles capacités. En revanche, et ça c'est plusieurs sociétés que j'ai pu voir ces dernières années, 2003, 2004, 2005, 2006 ont été des années à fort investissement. Vous êtes une société industrielle qui, dans votre hangar, tout simplement, vous avez acheté des chariots élévateurs pour transporter les machines. Ces chariots sont dépréciés sur des périodes de 6-7 ans dans votre bilan. Donc si vous l'avez acheté en 2004, 2005, aujourd'hui la valeur dans votre bilan elle est zéro. Et puis l'équipement il commence à être un petit peu ancien. Et puis l'équipement il y a eu du progrès technologique parce que ce chariot avant c'était avec de l'essence, maintenant c'est avec de l'électricité. Donc il ne faut pas négliger ça aussi. On a été il y a 10 ans dans une période d'investissement qui a été assez forte. Il va falloir en Europe aussi remplacer ça. On parle des infrastructures en Allemagne publique, mais aussi dans les sociétés privées. Et donc ça va être aussi des vecteurs pour la croissance de ces sociétés, notamment allemandes industrielles, qui sont aujourd'hui délaissées et peut-être par excès par le marché. Jérôme, si on revient à la séance du jour avec vous, là, moins 0,6%, 4141 points. Jusqu'à présent, le marché jusqu'à récemment, en tout cas, le marché américain était encore en lévitation. Ça ne semble plus être le cas aujourd'hui. C'est le marché directeur, c'est le marché le plus fort du monde, évidemment. Jérôme, qu'est-ce qu'on peut anticiper, essayer de prévoir là pour le marché américain? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va avoir une correction plus marquée que ce qu'on a eu jusqu'à présent ces dernières années sur le S&P 500? Ce
que l'on constate, c'est que suite à la réaction très forte d'hier, on a des indices américains qui rechutent aujourd'hui, mais à la différence des indices européens qui ont marqué de nouveau plus bas depuis un mois glissant, puisqu'on est revenu sur les plus bas d'août, les indices américains n'ont pas encore marqué de nouveau plus bas. Donc quitte à diminuer son exposition sur les actions, c'est plutôt sur les indices les plus faibles, sur l'Europe en l'occurrence, que sur les indices américains. Après, là encore, sur les indices américains, il y a de grandes différences. Si on regarde les petites et moyennes capitalisations, notamment l'indice Russell 2000, qui a marqué un plus bas de 1 an glissant, lui aussi, ces derniers jours, on a clairement une indication que les investisseurs américains se désengagent de ce compartiment de valeur, alors qu'à l'inverse, certains poids lourds de la cote, comme Coca-Cola, Home Depot ou Microsoft, sont sur de nouveaux plus historiques. Donc là encore, du côté des indices américains, on sent un marché qui faiblit, mais on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il y a encore des valeurs qui tiennent très bien, qui continuent de profiter de la croissance, à l'inverse, les petites et moyennes capitalisations qui souffrent clairement. Merci Jérôme, merci de nous avoir accompagnés pour cette clôture. En Europe, à moins 0,6% pour le CAC, je vous le rappelle. Jacques Caillou, Nomura, Sébastien Lemonnier, Mansartis, vous restez avec nous. On marque une dernière pause et on se retrouve pour clore ce club de la bourse.